Antioche, 260 après. Je sais. Un orfèvre nommé Marcus travaille le métal depuis 30 ans. Il comprend l'argent comme un boulanger comprend la pâte. Il en connaît le poids, la couleur et la légère résistance ressentie lorsqu'il enfonce l'ongle du pouce dans une pièce fraîchement frappée. Ce matin, un marchand lui a payé 8 deniers pour une semaine de travail hautement qualifié. Marcus tient les pièces dans sa paume et sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Elles ont la bonne taille, elles portent le bon visage. Le profil de l'empereur étant clairement étampé sur l'averse. Pourtant, la sensation est mauvaise, elles sont plus légères qu'elles ne devraient l'être. Il en mord une. La surface est en argent, mais dessous, à peine sous la peau, se cache quelque chose de vil et de terne. Il se rend au marché. Un modus de blé, qui coûtait 2 deniers l'an dernier, en coûte désormais 8. Le marchand qui le vend hausse simplement les épaules. Il a vu cela lui aussi. Tout le monde l'a vu. Les pièces continuent de couler de l'atelier monétaire impérial. Elles arrivent en plus grand nombre chaque mois. Et chaque mois, elles permettent d'acheter un peu moins. Marcus possède une jarre de vieux deniers cachée sous le plancher de son atelier. Ce sont des pièces d'il y a 40 ans, du règne de Septime Sévère, qui contiennent près de 50% d'argent et sont assez pures pour teinter lorsqu'on les laisse tomber sur la pierre. Il ne les dépensera pas. Celles-là, il les garde. Il ne connaît pas le mot altération. Il ignore qu'à Rome, le trésor impérial réduit discrètement la teneur en argent de chaque pièce depuis 2 siècles. Il ne sait que ce que ses mains lui disent. Quelque chose lui est retiré lentement et invisiblement par des gens qu'il ne rencontrera jamais. Et il ne peut rien y faire. Cet orfèvre n'est pas seulement un personnage historique. Il représente des dizaines de milliers de personnes réelles qui ont vécu exactement cela, dont les économies, conservées dans la monnaie officielle de l'empire le plus puissant que le monde a jamais connu, ont été siphonnées par un processus que la plupart d'entre eux pouvaient ressentir, mais jamais tout à fait nommé. J'ai examiné les preuves, les registres numismatiques, les papyrus de l'Égypte romaine et les données documentées sur les prix du blé, du vin et du travail à travers 3 siècles. Ce que Rome a fait à sa monnaie et ce que cela a fait à son peuple n'est pas ce à quoi la plupart des gens s'attendent. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment cela s'est produit, qui a survécu, quels actifs ont conservé leur valeur et à quoi ressemble la tendance avant que quiconque au pouvoir n'admette l'existence d'un problème. Ouvrons l'autopsie. Rome, au 1er siècle après, était, selon les standards du monde antique, quelque chose de presque miraculeux. Une monnaie unique. Le denier d'argent circulait de la Bretagne à l'Égypte. Un marchand romain pouvait traverser toute la Méditerranée en relative sécurité, payant sa nourriture, son logement et ses marchandises avec les mêmes pièces. Sous le règne d'Auguste, restaurée à près de 98% d'argent, c'était la pièce la plus fiable au monde. Pendant près de 300 ans, Rome a maintenu une monnaie qui était essentiellement ce qu'elle prétendait être. Un denier était un denier. On pouvait le mordre, le peser ou le fondre. L'argent était là. Cette constance était le fondement sur lequel un réseau commercial à l'échelle de l'Empire a été bâti, sur lequel les contrats étaient rédigés, et sur lequel les soldats confiaient leurs soldes. Puis vinrent les pressions. Il y eut des guerres sur de multiples fronts. Une armée en expansion exigeant une solde plus élevée, et des empereurs se disputant la loyauté par des dépenses somptueuses et des spectacles publics. C'étaient les coûts du maintien d'un vaste empire sans les revenus des nouvelles conquêtes pour les couvrir. La solution que les empereurs ont adoptée était simple et invisible: collecter les pièces sous forme d'impôts, les fondre, ajouter un peu plus de cuivre et frapper de nouvelles pièces à la même valeur nominale pour payer les factures. Cela a commencé sous Néron en 64 après. Après le grand incendie de Rome, Néron a réduit la teneur en argent de près de 99% à environ 90%. Pour le Romain moyen, le changement était à peine perceptible. Les pièces semblaient identiques, et le portrait de l'empereur était le même. Elles étaient acceptées à la même valeur nominale. Mais les changeurs de monnaie l'ont remarqué.
Les marchands qui manipulaient des milliers de pièces l'ont remarqué. Et de manière cruciale, comme l'a rapporté l'historien Tacite, les tribus germaniques au-delà de la frontière l'ont également remarqué. Elles ont commencé à exiger spécifiquement des pièces romaines plus anciennes, les deniers les plus pures, en paiement du commerce. Elles comprenaient instinctivement que tous les deniers ne se valaient pas. Une fois la porte de l'altération monétaire ouverte, il s'est avéré impossible de la refermer. Empereur après empereur, la teneur en argent a été réduite davantage, toujours avec une raison plausible: campagne militaire, secours contre la peste ou défense des frontières. Chaque altération individuelle était suffisamment petite pour être rationalisée. Chaque empereur pouvait se dire que son ajustement était mineur et nécessaire. Collectivement, elles furent catastrophiques. À l'époque de Septime Sévère, vers l'an 200, le denier contenait 50% d'argent. Dans les années 260, il était à moins de 5%. Voici le détail crucial lorsque Néron a dévalué la monnaie. Les prix n'ont pas augmenté immédiatement. L'ajustement a pris du temps, parfois des années, parfois une décennie. Ce décalage a rendu la dévaluation politiquement irrésistible. Un empereur pouvait dévaluer aujourd'hui et profiter de l'avantage à court terme, tandis que ses successeurs hériteraient de l'inflation. Une mesure de blé qui coûtait 6 drachmes dans l'Égypte romaine au 1er siècle après Jacques C était passée à 200 drachmes en 276. Cela représente plus de 3000% d'inflation en environ 2 siècles. Et puis le 3e siècle est arrivé. Ce qui s'est passé entre 235 et 224 après Jésus-Christ est consigné comme la crise du 3e siècle. Au cours de cette période de 50 ans, plus de 50 hommes différents ont revendiqué le titre d'empereur. La plupart étaient des commandants militaires proclamés par leurs propres troupes, et la plupart furent tués par ces mêmes troupes lorsqu'un rival plus riche apparaissait. Le règne moyen durait moins de 2 ans. Chaque nouvel empereur faisait face au même problème immédiat. Il avait besoin d'argent pour payer la prime d'accession des militaires, le cadeau attendu par chaque soldat, chaque fois qu'un nouvel empereur prenait le pouvoir. Sans cela, la loyauté était incertaine. La solution était toujours la même: altérer la monnaie. La teneur en argent du denier s'est effondrée de 50% à moins de 5% en une seule génération. Sous le règne de Galien, dans les années 260, les pièces étaient des noyaux de bronze avec une légère argenture. Cette argenture s'estompait en quelques semaines de circulation. En 268, la teneur en argent était tombée à 0,5%. La pièce n'était en argent que de nom. Les effets n'étaient plus graduels. Les prix dans certaines parties de l'Empire ont augmenté de près de 1000% en une seule génération. Les soldats exigeaient des soldes plus élevés parce que leurs pièces achetaient moins, ce qui signifiait que les empereurs altéraient davantage la monnaie pour répondre à ces exigences, ce qui poussait les prix encore plus haut. Le cycle s'auto-alimentait jusqu'à ce que la monnaie cesse d'être digne de confiance. Dans les provinces, les marchands commencèrent à refuser totalement les pièces impériales, exigeant des pièces plus anciennes à la teneur en argent intacte, n'acceptant que l'or ou revenant au troc. Le vaste réseau commercial interne de Rome, qui avait acheminé les marchandises de la richesse de la Bretagne à l'Égypte en relative sécurité, commença à se fragmenter. Les routes devinrent dangereuses. Les marchands restèrent chez eux. L'économie interconnectée de la Pax Romana s'est dissoute région par région en quelque chose de plus petit, de plus local et de plus désespéré. Cela était lisible des décennies avant que le pire n'arrive. La direction de l'altération monétaire ne s'est jamais inversée pendant plus d'un court règne. Chaque empereur qui promettait une réforme monétaire poursuivait discrètement la politique lorsque la pression fiscale montait. La tendance était visible pour quiconque pesait les pièces, comparait les prix d'année en année, ou prêtait simplement attention à ce que ces économistes achetaient aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans. L'orfèvre Marcus, tenant ces pièces altérées et les comparant aux plus anciennes sous son plancher, lisait déjà le signal. Il ne savait simplement pas quoi en faire. Laissez-moi vous donner l'analyse détaillée. 3 choses ont survécu à l'effondrement monétaire romain. Et 3 choses, non. La terre productive, sous contrôle personnel direct, a été l'atout le plus durable pendant toute la crise. Lorsque les réseaux commerciaux se sont effondrés et que le denier est devenu sans valeur, la nourriture est devenue l'unité de valeur fondamentale.
le propriétaire foncier qui pouvait cultiver du blé et des olives sur son propre domaine, les transformer avec ses propres ouvriers et commercer localement avec ses voisins n'avait pas besoin de la monnaie pour fonctionner. Les historiens ont documenté comment, pendant la crise du IIIe siècle, les grands propriétaires fonciers des provinces occidentales ont progressivement cessé d'exporter des cultures rente pour de l'argent et sont passés à la subsistance et au troc local. Ce n'était pas une philosophie, c'était une adaptation. Le domaine autosuffisant est ce qui a remplacé le réseau commercial impérial à mesure que ce réseau se dissolvait. L'or physique et les pièces d'argent plus anciennes et plus pures, en dehors du système institutionnel, ont également survécu. L'élite romaine comprenait instinctivement ce que les économistes appelleraient plus tard la loi de Gresham, lorsque deux pièces portent la même valeur nominale, mais ont une valeur intrinsèque différente. Les gens dépensent la plus mauvaise et thésaurisent la meilleure. Les deniers plus anciens, à plus forte teneur en argent, disparurent de la circulation car les gens les gardaient et dépensaient les nouveaux deniers altérés. Les pièces doreuses en or, altérées moins agressivement que l'argent, ont conservé une valeur réelle par rapport aux deniers en plein effondrement. Au milieu du IIIe siècle, les valeurs étaient calculées en or. Le ratio entre l'or et le denier d'argent, qui était de 1 pour 25 sous Auguste, a atteint 1 pour 1000 dans les années 260. Les personnes qui détenaient de l'or mesuraient leur richesse dans quelque chose qui tenait bon. Les personnes qui détenaient des deniers altérés regardaient leurs économies s'éroder. Notez ce que les mercenaires barbares exigeaient. Les empereurs s'appuyaient de plus en plus sur les tribus germaniques pour remplir les rangs de l'armée. Et ces guerriers insistaient pour être payés en or, pas en deniers. Leurs instincts financiers étaient calibrés plus précisément que ceux de nombreux citoyens romains. Ils comprenaient que la valeur nominale du denier était une promesse d'une institution dont ils pouvaient évaluer le bilan. Enfin, les compétences pratiques et les relations communautaires locales ont survécu. L'effondrement du commerce à longue distance a renvoyé les gens vers ce qui existait à distance de marche. L'artisan, le fermier, le médecin, le bâtisseur, c'étaient des gens dont la valeur était immédiate et locale et ne pouvait pas être effacée par l'inflation. Les régions qui ont le mieux résisté pendant la crise, comme l'Égypte et certaines parties de l'Afrique du Nord, ont maintenu des économies locales fonctionnelles qui opéraient largement en dehors de la monnaie impériale dévaluée. Ils échangeaient des biens, organisaient le travail et enregistraient les dettes par le biais de relations sociales, et non par l'infrastructure monétaire impériale. Maintenant, qu'est-ce qui est tombé à zéro? Les économies en espèces détenues en deniers. Le calcul est brutal. Un citoyen romain qui en l'an 150 détenait 100 deniers d'économie possédait des pièces contenant environ 75% d'argent. Un citoyen romain détenant ces mêmes 100 deniers en l'an 270 possédait des pièces qui contenaient à peine 2% d'argent. La valeur nominale était inchangée, mais le pouvoir d'achat avait disparu. Le gouvernement avait transféré la richesse des épargnants vers lui-même de manière incrémentielle sur un siècle, grâce à un mécanisme que la plupart des citoyens pouvaient pressentir sans jamais pouvoir le nommer. Le commerce urbain dépendant du réseau commercial à l'échelle de l'Empire a également échoué. Les grandes villes marchandes de Rome nécessitaient des routes sûres, une monnaie fiable et des chaînes d'approvisionnement à l'échelle de l'Empire pour fonctionner. Lorsque ces trois éléments ont fait défaut, les populations urbaines ont chuté brutalement. Les gens ont quitté les villes pour la campagne à la recherche de nourriture et de protection. L'historien Henry Moss a décrit le réseau commercial de Rome d'avant la crise comme quelque chose d'inouï dans l'histoire antérieure qui ne s'est pas répété pendant des siècles par la suite. Il n'a pas survécu à l'altération de la monnaie qui en assurait la cohésion. Chaque promesse financière libellée en deniers contrats gouvernementaux, droits à pension, obligations de dette a perdu sa valeur réelle proportionnellement. Le gouvernement continuait d'honorer la valeur nominale, mais la valeur nominale ne signifiait presque plus rien. L'expérience romaine n'appartient pas qu'à Rome. Le mécanisme est le même que celui qui est apparu dans chaque société, ayant séparé sa monnaie d'un ancrage solide pour ensuite faire face à la pression fiscale de la dévaluer. Le schéma est constant. Le gouvernement fait face à des coûts qu'il ne peut couvrir par l'impôt ou des revenus réels. Augmenter les impôts directement est politiquement dangereux. La voie la plus facile est d'augmenter discrètement la masse monétaire, que ce soit en réduisant la teneur en argent ou par d'autres moyens. La première expansion est largement invisible. La deuxième, l'est moins.
au moment où les gens ordinaires en ressentent les effets. Les des effets. Des années ou des décennies de cette politique sont déjà ancrées dans le système. Le denier romain était la monnaie de réserve du monde antique. C'était le dollar de son époque. Pendant 3 siècles, il a maintenu sa valeur avec une discipline remarquable. Puis les pressions fiscales se sont accumulées. La discipline institutionnelle a failli et l'altération a commencé. Elle a débuté à moins de 10% et s'est terminée à 98% de perte. Le processus a pris 2 siècles. L'effondrement final a pris une génération. L'historien Kevin Butcher, écrivant sur l'altération de la monnaie romaine, a décrit la phase finale en des termes qui pourraient s'appliquer à presque n'importe quel effondrement monétaire. La monnaie avait été poussée jusqu'à la frénésie. À la fin, même l'État qui avait créé la politique ne pouvait plus l'utiliser. Ce qui a remplacé le système monétaire n'était pas une réforme. C'était une réorganisation de la société autour des structures qui avaient survécu parce qu'elles ne dépendaient pas de la monnaie. Le dossier historique romain pointe vers 4 autre chose qu'un eux qui ont préservé la richesse à travers une altération monétaire qui a duré 2 siècles et détruit le système monétaire de l'empire le plus puissant de l'histoire humaine. Premièrement, la terre productive ou la capacité de production alimentaire sous votre contrôle personnel direct n'ont pas une exposition financière aux matières premières agricoles, mais une capacité de production réelle qui fonctionne quel que soit l'état de la monnaie. Les propriétaires fonciers qui ont traversé la crise du IIIe siècle, avec une relative stabilité, se sont détournés de la dépendance aux cultures de rente avant que le réseau ne s'effondre autour d'eux. L'adaptation a mieux fonctionné pour ceux qui ont agi tôt. Deuxièmement, l'or physique était l'argent de haute qualité détenu, en dehors du système institutionnel, pas des titres de créance sur des métaux précieux, pas des comptes libellés en métaux précieux, mais du métal physique que vous détenez directement. Les citoyens romains qui ont préservé une richesse réelle étaient ceux qui thésaurisaient les pièces anciennes et pures, tout en dépensant les nouvelles pièces altérées pour les transactions quotidiennes. L'or ne pouvait pas être frappé par décret. Troisièmement, des compétences pratiques ayant une valeur locale immédiate. Le médecin, le meunier, le tailleur de pierre, le fermier. Les gens qui s'en sont le mieux sortis étaient ceux dont la valeur s'exprimait dans ce qu'ils pouvaient faire, et non dans ce que disait le solde de leur compte. Quoi qu'un gouvernement fasse à la monnaie, la personne qui peut réparer un toit, soigner une blessure, ou faire pousser de la nourriture conserve quelque chose d'inaccessible. Quatrièmement, la communauté et les relations locales construites avant d'en avoir besoin. Les régions qui ont maintenu le plus de stabilité étaient celles dotées de l'infrastructure locale préexistante la plus solide. Lorsque le réseau commercial à longue distance s'est effondré, ce qui l'a remplacé était tout ce qui existait au niveau local. Les communautés ayant déjà établi ces relations s'en sont mieux tirées que celles entièrement dépendantes du système impérial. Ce qui est notablement absent de cette liste, c'est tout ce qui nécessite que le système monétaire impérial reste fonctionnel et digne de confiance. Le denier était la monnaie de réserve de son monde. Il avait été stable et fiable pendant 3 siècles, puis il ne l'a plus été. Les personnes qui s'étaient positionnées pour survivre sans lui l'ont fait. Les personnes qui supposaient qu'il resterait ce qu'il avait toujours été ont découvert au fil de décennies d'érosion lente qu'il n'en serait rien. Marcus l'orfèvre va conclure ceci. Il est de retour dans son atelier 2 décennies après ce matin au marché. La crise s'est aggravée. L'empereur a changé 3 fois cette année. Les pièces sortant de l'atelier monétaire impérial ne sont presque plus en argent, un noyau de bronze avec une surface qui brille brièvement à la lumière puis se ternit. Son atelier fonctionne toujours. Il a toujours des clients, mais il est payé en grains maintenant, ou avec les pièces plus anciennes de sa propre réserve qu'il libère prudemment une ou deux à la fois, gardant le reste sous le plancher. Il ne comprenait pas la théorie monétaire. Il n'a pas prédit la crise du IIIe siècle. Il a simplement prêté attention à ce que ses mains lui disaient, à conserver des actifs qui ne dépendaient pas des promesses du gouvernement, à tisser des liens avec les fermiers et les marchands des environs et à continuer à travailler. L'argent de l'Empire s'est effondré, l'atelier de l'orfèvre non. La question que l'histoire pose toujours n'est pas de savoir si une monnaie sera dévaluée.
La réponse à cela, à travers chaque civilisation majeure ayant séparé sa monnaie d'un ancrage solide, a été remarquablement constante. La question est seulement de savoir si vous êtes plus positionné avant que les pièces dans votre poche ne deviennent plus légères qu'elles ne l'étaient. Si cette analyse détaillée a changé votre regard sur l'argent dans votre poche et l'histoire des empires déchus, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Nous déterrons les vérités économiques qui ont été enterrées par le temps et les politiques. Protégez votre avenir en comprenant le passé. La prochaine enquête dans les archives de l'histoire sera bientôt ouverte. Construisez votre discipline avant que le monde ne l'exige.